la conférence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le général Faudria, je suis le directeur des sessions, en rappelant que cette conférence est ouverte, mais elle est quand même en grande partie à l'occasion des auditeurs, donc la 26e session des hautes études stratégiques de la Méditerranée, qui a pour thème cette année la rivalité entre les chiites et les sunnites. Est-ce que des solutions en vue d'un apaisement sont encore possibles? Bon, question, point d'interrogation. Bon, alors, ces conférences sont ouvertes, et donc c'est la raison pour laquelle tous nos amis de la Fondation sont bien sûr invités et profitent de l'intervenant du jour. Et vous constaterez qu'il y a du monde, hein, depuis que nous avons maintenant recentré ces conférences, effectivement avec donc un point sur toute l'année orienté sur le même thème que la session. On arrive à une convergence, et en plus de l'actualité évidemment, on arrive à quelque chose, on arrive à remplir l'amphi, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment. Voilà, donc quelques mots pour présenter notre expert de ce soir, qui est un grand spécialiste, c'est le spécialiste presque, je pourrais dire, hein, de l'Iran, donc Bernard Ourkad, comme vous voyez, qui a vécu une bonne quinzaine d'années, sans parler de tous les allers-retours que vous avez pu faire en Iran, mais vous avez vécu au moins une quinzaine d'années en Iran, et donc vous connaissez bien la question. Et il va vous parler donc de la situation géopolitique de l'Iran. C'est donc un spécialiste, bien sûr, mais il a un certain parcours, hein, donc c'est un géographe au départ, donc vous savez que c'est toujours très important quand on parle de géopolitique de s'appuyer sur les cartes, parce que c'est quand même de là que souvent les choses commencent. Donc il est directeur de recherche émérite au CNRS, il a été directeur de l'Institut français de recherche en Iran, et puis il a écrit un certain nombre d'ouvrages de géopolitique de l'Iran. Je citerai donc, enfin, géopolitique de l'Iran, et toujours orienté sur des affaires de société, territoire, politique. Hein, c'est un peu le triptyque qui vous caractérise dans vos études. Voilà, donc nous sommes tout à fait heureux de vous recevoir ce soir, donc on vous écoute. Merci. Merci. Merci de nous donner l'occasion de revenir à Toulon, que je connais bien, pour y avoir passé souvent des vacances, et aussi de partager mon ignorance de l'Iran avec vous, parce que, pour être honnête, si quelqu'un, je ne connais pas l'Iran d'aujourd'hui, et si quelqu'un vous dit cela, c'est qu'il est un peu marseillais, hein, se vante de choses qu'il n'a peut-être pas, ou de Tarascon, parce que un des problèmes de l'Iran d'aujourd'hui, c'est que l'Iran a beaucoup changé depuis 35-40 ans, et qu'il y a eu peu de personnes qui y travaillent, qui y résident. Nos ambassades sont assez peu nombreuses, avec peu de personnel, et d'une façon générale, les changements ont été tels en Iran que, même s'il y a beaucoup de gens qui y travaillent, et j'en suis, on est loin de pouvoir comprendre tout ce qui s'y passe. Alors, quelle est la situation politique de l'Iran? Ben, elle n'est pas brillante, la situation, parce que l'Iran se sent un peu encerclé, avec des difficultés vis-à-vis d'un grand voisin, l'Arabie Saoudite, dont on va parler tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous donner une information importante, c'est que le Shah d'Iran est mort le 14 juillet dernier. En effet, avant le Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi était certes mort et enterré au Caire, mais son fantôme était toujours là, parce que la plupart des pays espéraient effectivement que le Shah revienne, ou sinon lui, du moins son fils, ou un autre gouvernement, en tous les cas que la République islamique d'Iran serait renversée. Et le régime change, le changement de régime en Iran, est resté le dogme aux États-Unis jusqu'à ce qu'Obama tende la main aux Iraniens disant « vous êtes là ». Il a fallu du temps encore pour que les Iraniens acceptent la main tendue, et ce n'est finalement que le 14 juillet dernier que les États-Unis ont vraiment reconnu l'Iran, non pas l'Iran, la République islamique d'Iran, et 35 ans après, ce sont les 6 plus grandes puissances du monde, ce n'est pas rien pour l'Iran, pays moyen, qui a passé un accord avec tout ce que le monde entier avait de plus grande puissance. Preuve de l'importance de ce pays et qui soigne le prestige iranien, le nationalisme iranien, la fierté iranienne, qui n'est pas celle de la République islamique ou celle du Shah, qui est éternelle en Iran. Et donc cet élément du 14 juillet est très important parce qu'il replace les choses à leur juste dimension, et c'est effectivement pour les... c'est effectivement pour l'Iran une date importante, un changement.
Le Shah donc n'est plus là, mais son fantôme est encore peut-être ici, d'autant plus que même si ce n'est pas lui-même qui est là, on ne parle plus du retour du Shah directement, mais il y a encore des marques très importantes dans toutes les mentalités sur l'opposition iranienne aux États-Unis. Mat Ba'amrika, abat l'Amérique, mort à l'Amérique, est un slogan très important. Et aujourd'hui, les plus conservateurs en Iran ont demandé, attendez, on a signé un accord avec les Américains, mais on doit pouvoir toujours crier dans les manifestations, abat l'Amérique, c'est un élément fondateur de la République. Alors, ça continue. C'est une réalité. Cela dit, ce qu'il faut voir. Et dans mon propos, j'essaierai toujours de voir les deux éléments. On ne peut pas expliquer l'Iran avec un seul facteur, un seul critère. Abat l'Amérique, l'anti-américanisme, l'islam révolutionnaire, tout ça, ça existe. Les droits de l'homme en Iran ne sont pas toujours de la meilleure façon qui soit. On connaît bien le drame iranien. Ce n'est pas la question, on le sait, hélas. C'est de savoir comment on peut en sortir. Et la question est de voir quelle est la dynamique. Aujourd'hui, en Iran, il y a une chose importante. C'est que l'Iran est passé d'une logique de résistance à une logique d'ouverture. Pendant 35 ans, la République islamique se sentait agressée. Elle a été agressée. La guerre Irak-Iran, l'opposition américaine, sanctions sur le nucléaire. Les Iraniens, dans bien des aspects, ont bien mérité, je dirais, disons, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'ils soient justement mis de côté, contrôlés. Mais, de facto, l'Iran était en dehors du monde. L'Iran a laissé passer la mondialisation devant lui. Et donc, l'Iran, pendant 35 ans, a résisté aux Américains, à l'agression sioniste, à l'agression française, à l'agression irakienne, à l'agression des sanctions. Et c'est une logique de place forte assiégée. Et aujourd'hui, la logique de résistance reste un des slogans importants. On ouvre la porte, certes, mais on ne va pas abdiquer de notre identité iranienne. Mais on ouvre la porte. Et ça qui est intéressant, épreuve de maturité. Les Iraniens ont été assez forts, alors qu'on pensait qu'ils allaient tomber, qu'ils allaient s'effondrer. Le régime islamique a été assez fort pour faire des concessions, pour négocier. Quelqu'un qui est faible ne négocie pas, il veut 100%. Or, l'Iran s'est trouvé assez fort le 14 juillet pour dire « j'accepte de démontrer 15 000 centrifugeuses sur les 20 000 que j'ai et n'en garder que 5 000 ». Alors, les centrifugeuses qui préparaient l'uranium enrichi étaient le sang de la patrie. Ils ont été capables de faire cela parce que j'abandonne 15 000 centrifugeuses, je peux les reconstruire un jour si j'ai envie de les reconstruire, ce n'est pas le problème. Mais en attendant, j'ouvre la porte au commerce international, je suis reconnu comme tel par les plus grandes puissances, et le prix politique, le gain politique que j'en ai est bien supérieur aux quelques centrifugeuses que j'ai pu abandonner, qui ne fonctionnent d'ailleurs pas. Autrement dit, l'Iran est assez mûr pour changer de politique, et ça c'est important, de voir que le pays effectivement a changé. Et donc, aujourd'hui, et on parlera souvent de cela, la menace iranienne qui a été un élément essentiel de la politique de l'image de l'Iran pendant des années est important. En effet, il y a retour de l'Iran normal dans la situation internationale, mais on est passé après la crise des otages américains. Et pour les Américains, dont les diplomates sont pris en otage en 1979, 3 ans après la chute de Saïgon, c'est un traumatisme énorme. Pas un seul Américain n'a été blessé ou tué. Quand il y a une guerre, on pleure les victimes de la guerre, il y a une façon de faire le deuil d'un mort. Mais quand il n'y a pas de mort et qu'il y a une insulte, c'est encore pire. L'insulte reste vivante. Et pour les Américains, cette insulte qu'ils ont subie des Iraniens reste toujours vivante et restait vivante jusqu'à ce que les diplomates qui ont été insultés à cette époque-là, ben, ils avaient 40 ans à l'époque, ils ont 75 ans aujourd'hui. Bon, les choses ont changé. Et donc, l'outrage de la prise en otage a disparu. La guerre Irak-Iran est essentielle. Cette guerre dont a été provoquée par Saddam Hussein, qui voyait l'opportunité, l'Iran faible, de prendre des provinces iraniennes pétrolières, et ainsi d'être le plus grand producteur pétrolier du monde devant l'Arabie Saoudite. En prenant l'Iran, en fait, c'était une rivalité contre l'Arabie Saoudite, et il mettait l'Iran hors jeu, et dont l'Irak devenait un pays puissant. Pour les Iraniens, en pleine révolution, ce n'est pas les Français de Valmy qui vont dire le contraire, les Iraniens sont tous unis pour repousser l'invasion irakienne. Mais cette guerre a duré 8 ans, et donc a été, au-delà d'une guerre nationale, une guerre islamique. Et ce qui est très important, cette guerre a fait des morts, pas beaucoup de morts. C'est une guerre militaire, il n'y a pas eu de victimes civiles ou très très peu. Il y a eu 250 000 morts à la guerre Irak-Iran en 8 ans, c'est-à-dire moins que les accidents de la route en Iran. Mais le plus important sont les anciens combattants. Une guerre fait les anciens combattants. Et en Iran, il y a eu les militaires qui ont fait la guerre, l'armée de Shah, les gardiens de la révolution, nouvelles troupes milices, et les miliciens. C'est-à-dire tous les militants islamiques de la Révolution allaient au front
comme pour servir, faire la cuisine, soigner les blessés, piloter les camions, etc. Mais ils allaient au front pendant 6 mois, ils revenaient, mais avec un brevet d'anciens combattants. C'est-à-dire avec des emplois réservés, avec accès à l'université pour ceux qui voulaient continuer, avec un logement, des emplois. Bref, aujourd'hui, l'Iran d'aujourd'hui, 35 ans après la guerre, 30 ans après la guerre, est aux mains des anciens combattants de la guerre Irak-Iran. Que ce soit les ministres, les religieux, ou bien le concierge ou le jardinier du ministère de la Défense. Tout le monde a été formé et vient de la guerre Irak-Iran d'une façon ou d'une autre. Un peu comme en France, les anciens combattants de 14-18 ont gouverné la France jusqu'en 1950. Et les résistants, les réseaux de résistance jusqu'à il y a 15 ans à peine. C'est normal. En Iran, c'est la même chose. On ne comprend rien de l'Iran aujourd'hui si on ne prend pas en compte le fait que la guerre Irak-Iran a traumatisé, marqué, en pour ou en contre, peu importe, mais a marqué le pays, et qu'aujourd'hui, les responsables iraniens, tous ceux qui dirigent le pays, qui ont vraiment du pouvoir, pas ceux qui prétendent en avoir, pas ceux qui prétendent connaître l'Iran, ceux qui connaissent vraiment l'Iran, ce sont des anciens combattants, plus ou moins combattants, mais qui ont au moins cette image-là. Et par ailleurs, il faut voir que l'Iran est un pays, évidemment, toujours gouverné par des religieux, au moins en partie, mais pas que des religieux. Cette image est importante de l'Iran théocratique. Quand je vois cette phrase, l'Iran des mollahs, c'est une erreur, c'est pas faux que le président a un turban sur la tête. Et c'est comme si vous disiez le pouvoir des cravatés, parce qu'aux États-Unis, on porte une cravate. Ce n'est pas le critère essentiel de la politique d'un pays que d'avoir un turban sur la tête ou de ne pas en avoir. Et donc, d'affirmer uniquement le caractère révolutionnaire anti-américain, le caractère belliqueux de la guerre, le caractère antidémocratique d'Ahmadinejad, le caractère religieux de l'Iran, tout cela, ça existe, c'est fort, et si on ne voit que cela, on ne voit qu'une partie de la dynamique iranienne, et on se trompe complètement dans la dynamique qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut voir, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, l'Iran a réussi à surmonter ces problèmes, et à 35 ans après, parce que les choses ont évolué, parce que la pression sur l'Iran était forte, des sanctions économiques, le fait que pendant 35 ans le pays était en dehors du monde, les nouvelles générations sont là, les gens qui ont 30-40 ans aujourd'hui n'ont pas connu autre chose que la République islamique, ils voient le monde bouger, et autrement dit, ces gens-là veulent avancer. Et la République islamique n'a pas été éliminée par toutes ces oppositions, donc elles sont assez fortes, mais les crises ont été importantes, et notamment en 2009, la réélection, entre guillemets, d'Ahmadinejad, qui a suscité des révoltes populaires. Les élections, ça compte en Iran, c'est une république, l'Iran. Il y a des élections, ça compte très important les élections en Iran, puisque même lorsqu'elles sont mauvaises, les gens se révoltent contre, montrent que ça existe dans la vie politique. Mais il a fallu donc trouver un consensus. C'est pour ça que tout le monde était d'accord pour que Rouhani soit élu président, avec 55% des voix, grosso modo, au premier tour. Pourquoi? Parce que Rouhani était un peu l'aumônier militaire des gardiens de la Révolution pendant la guerre. Donc il connaît bien les gardiens de la Révolution, l'aumônier militaire entre guillemets. C'est un religieux assez évolué, qui a été négociateur sur le nucléaire en 2003. Il sait ce que c'est que la question internationale. C'est un religieux, donc il fait la confiance des religieux, mais pour les démocrates aussi, il se rend compte, on sait que c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Et donc, de la droite à la gauche iranienne, tout le monde est d'accord pour, avec lui, trouver un consensus politique. Donc, personne ne soutient Khatami, et personne n'est contre lui. En fragilité, mais en attendant, il a pu signer l'accord du 14 juillet, montrant qu'il avait une certaine marge de manœuvre et le guide de soutien. Autrement dit, il y a actuellement un pays qui est une république, il y a la République islamique d'Iran. République, ça compte. Ce n'est pas une monarchie, on verra tout à l'heure, ça compte de façon très importante. Islamique, parce que c'est la façon de faire de l'Iran, l'islam est important, et d'Iran, le nationalisme. On a à la fois l'ouverture internationale, la démocratie, la liberté, ça compte. Il y a l'islam, ça compte, et le nationalisme. Et ces trois facteurs jouent ensemble. Autrement dit, aujourd'hui, pour l'Iran, l'essentiel est trois questions importantes. Il a été élu pour cela. La première chose, normaliser les relations de l'Iran, faire rentrer l'Iran dans le monde, qui était un peu à part, en résolvant la crise du nucléaire. Je ne reviendrai pas longtemps sur le nucléaire, mais on va en dire un mot tout à l'heure. Donc il fallait résoudre ce problème qui bloquait tout, l'économie, la politique, et c'était le nœud gordien qu'il fallait briser. Deuxième chose importante, l'Iran se rend compte aujourd'hui que la capitale de l'Iran, ce n'est pas Téhéran, c'est Dubaï. C'est à Dubaï que se trouve l'économie iranienne. Et quand on voit Dubaï, quand on est iranien, sur la rive iranienne, à Bandar Abbas, et on voit Dubaï en face, Bandar Abbas c'est un village sous-développé, et en face, une des capitales mondiales de l'économie et du business. Dubaï aurait dû être à Téhéran. Et Téhéran n'est qu'un village, il n'y a pas une seule entreprise internationale à Téhéran. Donc ils se rendent compte que la mondialisation est passée à côté d'eux à toute vitesse, et les a laissés sur le quai.
C'est un problème essentiel pour l'Iran, grand pays prestigieux qui a besoin effectivement d'être un acteur économique, intellectuel et scientifique du monde. Et enfin, dernière chose, assurer la sécurité des frontières et du régime. Tout régime politique, en France, en Russie, en Malaisie, au Congo ou en Iran, veut survivre, veut rester au pouvoir. Et donc, garantir la sécurité des frontières, garantir la pérennité de la République islamique est évidemment un objectif essentiel. Et cette carte que je vous montre qu'en Iran, il n'y a pas qu'un vote, il y a des nuances. Il y a des gens qui sont très conservateurs au milieu, disparants, comme en jaune, des gens qui ont voté pour Rouhani de façon moyenne, en rouge, ceux qui ont voté pour lui à fond, hein, les régions les plus périphériques, les plus pauvres, les sunnites ont voté pour Rouhani, hein, et des candidats locaux qui sont ici en vert, montrant que la vie politique iranienne est active. 2 mots sur le nucléaire. Le nucléaire a été effectivement... ce n'est pas rien le nucléaire, parce qu'une bombe atomique, c'est non seulement une capacité de destruction, mais ça prouve une capacité technologique importante, ça montre aussi un potentiel au Conseil de sécurité de l'ONU, seuls les pays nucléaires officiels au moins sont au Conseil de sécurité, autrement dit, le nucléaire c'est le symbole et l'outil de beaucoup de choses. Et on ne peut pas laisser l'Iran avoir un programme nucléaire sans contrôle, d'autant plus que l'Iran n'était pas un pays très sympathique dans bien des égards, et c'est bien justifié. Autrement dit, la question du nucléaire a été la raison pour laquelle il fallait changer le régime. Quand vous allez en Israël, ça m'est arrivé d'y aller quelques fois pour en discuter de ce genre de choses, on disait, si le Shah avait une bombe atomique, on serait pour la bombe atomique iranienne, contre une bombe atomique potentielle de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte. Hein. Mais comme c'est la République islamique, on ne veut pas d'armes atomiques. Autrement dit, la question du nucléaire a été largement une question politique. C'était grave en soi, et c'était aussi grave pour le régime change, pour changer le régime, pour dire la République islamique n'est pas un pays acceptable, il ne faut pas le reconnaître, le marginaliser. Ce qui fait que, par exemple, la carte de gauche que vous avez, c'est le nucléaire iranien tel qu'on le voit dans beaucoup de médias. Il y a partout du nucléaire, ça explose de tous les côtés. C'est faux, c'est des cartes bidons, avec des localisations, ils vous mettent Tabass, qui est ici, Tabass indiqué ici, moi je fais la géographie, Tabass est ici, hein, ça n'a aucun rapport. Et il y a des fautes comme ça, il y en a partout, mais c'est pas important. L'essentiel c'est de montrer une carte où il y a plein de nucléaires partout. L'autre carte a été faite par Bruno Tertré, qui est un ami avec qui je ne suis pas du tout d'accord sur la question, mais j'ai dit à Bruno, tu veux faire une carte, fais-moi la carte du nucléaire, je te la publie. Dans le site Iran Carto qu'on a fait. Donc Bruno Tertré a fait cette carte, montrant effectivement que le nucléaire iranien, les mines d'uranium, où est-ce que c'est enrichi, où est-ce que ça, on fera peut-être une bombe à Parchin, etc., ou sur un laboratoire de recherche. C'est beaucoup plus réaliste, et ce n'est pas un Iran entièrement nucléarisé, tandis uniquement la production de la bombe. On m'a signalé tout à l'heure que dans l'interview du Var Matin qui est publiée aujourd'hui, j'ai signalé que le programme militaire iranien n'est pas très avancé. Effectivement, le programme militaire iranien nucléaire qui a commencé pendant la guerre Irak-Iran, Saddam Hussein était en train de préparer une arme dont les Iraniens ont recommencé, ils avaient évidemment un programme. D'un côté, enrichir l'uranium, parce que sans uranium enrichi, il n'y a pas de bombe, et c'est le plus important. Donc ils ont la filière d'enrichissement à continuer, avec beaucoup de succès, puisqu'aujourd'hui l'Iran est capable d'avoir la quantité d'uranium qu'il faut pour faire une bombe dans n'importe quelle hypothèse. Il suffit de reconstruire, de reprendre des centrifugeuses. Mais du point de vue de la militarisation, les travaux iraniens ont été arrêtés en 2003 d'abord, et ont été limités, faute de moyens à l'époque, c'était juste le début, à des travaux de laboratoire, de documentation, d'expérimentation à petite échelle, et non pas un programme militaire au sens strict du terme, au point de vue industriel. Autrement dit, cette question du nucléaire était importante, c'était un peu la clé qui permettait de sortir, et de sortir, pour l'Iran de sortir. Et donc, ce qui est important, c'est de voir l'Iran aujourd'hui, malgré les sanctions, malgré les difficultés, et peut-être grâce à ces difficultés, les Iraniens qui n'ont pas d'autre choix que d'avancer dans leurs petits moyens, avancent. Pendant le cas des mathématiques, les jeunes Iraniens, j'en connais bien les étudiants, excusez-moi, ils s'ennuient à mourir en Iran, il n'y a rien. Les loisirs, c'est nul. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes assez bon? Ben vous travaillez, vous bûchez comme des bêtes. Vous apprenez l'anglais, la musique, les mathématiques, la physique, la géographie. Vous dévorez ce qu'il y a sur Internet, tout ce que vous pouvez. Et ça donne d'excellents mathématiciens. La première médaille Fields mathématique femme est une Iranienne qui a fait ses études en Iran. Et comme 80% des gens qui ont un niveau de mathématiques ou de sciences exactes dans les grandes universités, ils font la master à l'étranger, aux États-Unis. Parce qu'ils quittent l'Iran où il n'y a pas de possibilité industrielle. Donc elle a eu son doctorat à Stanford. Les Américains récupèrent la médaille Fields, et c'est les Iraniens qui l'ont faite. L'Iran est capable d'envoyer un satellite sur orbite. Certes, un Sputnik, c'est pas grand-chose, mais enfin, combien de pays sont capables de lancer un Sputnik sur orbite? Pas beaucoup. L'Iran est capable de le faire avec la variante missile, évidemment, avec éventuellement une arme au bout du missile. Autrement dit,
L'Iran a une capacité scientifique importante et un potentiel qui montre que le pays est en train de sortir de son moyen de sortir de son isolement. Ensuite, on a Téhéran, des grandes villes. Ce sont des bâtiments, mais il n'y a rien dedans. Non seulement ces bâtiments c'est acheté par des Iraniens des États-Unis, ou d'ailleurs qui achètent des appartements vides pour économiser et pour investir. Le grand-père est mort, la grand-tante, avec l'argent on ne sait pas quoi en faire, on achète 2 appartements dans une tour, l'immobilier ça se maintient, et donc c'est une épargne. Donc vous avez une épargne qui est là, mais il n'y a pas une industrie, il n'y a pas un siège social, et ces grandes villes iraniennes sont villes, cela dit, elles existent, l'Iran a cette ambition d'avancer. Et surtout, l'Iran d'aujourd'hui est un Iran qui est passé à côté de mondialisation. L'industrie iranienne avait produit des voitures à l'époque de Khatami, en 97-2005, avant Ahmadinejad. Les choses avaient avancé par là, c'était ouvert. Renault et Peugeot avaient le monopole des voitures en Iran, et l'Iran était le 6e producteur mondial de voitures. L'Iran est actuellement le 2e producteur mondial d'autobus et d'autocars. Mais les choses sont arrêtées, parce que Renault et Peugeot ont été obligés de quitter le pays, pas Renault complètement. Mais au lieu de faire 1 200 000 voitures, Renault et Peugeot produisaient plus de voitures en Iran qu'en France, en 2011. Tout ça s'est arrêté. Et donc, l'industrie iranienne est restée très marginale. Et en dehors des voitures, il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous prenez, ça se trouve sur Internet, vous prenez la Banque centrale d'Iran, le tableau des exportations iraniennes par produit. Vous enlevez le pétrole et les produits chimiques liés au pétrole, produits bruts, produits industriels. Premier poste, exportation de fruits secs, pistaches. Deuxième poste d'exportation, les tapis. Exactement comme au XVIe siècle. Produits industriels, ça arrive en 5e position. L'Iran, aujourd'hui, contrairement à la Turquie, et la Malaisie, la Corée du Sud, le Vietnam, n'exporte que des tapis et des pistaches, en dehors du pétrole et des produits bruts, montrant une économie sous-développée, intégralement. Or, l'Iran a un potentiel, on vient de le voir tout à l'heure, assez exceptionnel. Donc, un pays qui est vraiment fragile au moment de passer à la mondialisation. Les sanctions économiques ont joué évidemment un rôle très important, puisque, imaginez un pays qui ne peut pas faire de transactions commerciales, les banques sont interdites d'activité, vous ne pouvez pas obtenir de crédit pour vendre 3 stylobies à l'Iran, vous avez le droit de vendre un stylo-bille, mais à la Société Générale ou la BNP au Crédit Agricole, les sanctions américaines sont telles qu'on leur tombera dessus, donc ils préfèrent ne pas vous donner de crédit pour exporter des stylo-billes en Iran, plutôt que d'attirer l'attention des États-Unis sur un trafic qui aiderait le nucléaire iranien. Autrement dit, les sanctions économiques ont été importantes, mais une petite détail quand même, dans tous ces événements de ces dernières années, le pétrole n'a pas joué de rôle important. Le pétrole est là, si on s'intéresse à l'Iran, si vous êtes ici si nombreux, et si je travaille sur ce genre de pays, c'est parce que certes il y a du pétrole et du gaz, ce n'est pas la situation d'autres régions du monde. Mais aujourd'hui, le pétrole et le gaz, c'est les États-Unis et la Russie. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Autrement dit, les événements qui se passent dans la région, le prix du pétrole n'a jamais été aussi bas. Il y a 40 ans, on avait du pétrole à 200 $, vu la crise. Le pétrole et le gaz font partie des fondements de la région, qui font que c'est important, comme la religion, on en parlera, comme les conflits ethniques, etc. Mais ce n'est pas un facteur déterminant, parce que même si le Moyen-Orient arrêtait de produire du pétrole, on pourrait aux États-Unis ou en Russie le compenser au moins en partie, une partie de production. Ce n'est pas aussi stratégique que ce l'était il y a quelques années. Autrement dit, ce n'est pas une guerre du pétrole, et les enjeux qu'il y a dans la région, le pétrole est un fond, c'est pas les autre région dans ce système iranien, avant d'arriver à des questions plus politiques et plus dramatiques, la guerre en Syrie et autres. Alors, on a dit, et c'est le thème de votre session, sunnites et chiites. C'est une fausse question. C'est une fausse question. C'est un peu comme si on disait qu'en France, le problème essentiel, c'est l'opposition entre Languedoc et Languedoy, vous savez, entre le nord et le sud de la France, et analyser les problèmes politiques français en fonction de l'invasion de Jules César, schématiquement. Jules César envahit la Gaule, donc il faudrait attaquer l'Italie, qui est coupable d'avoir envoyé Jules César, qui a fait tomber la brillante culture gauloise. Et donc, revenons à ces fondements historiques qui font que la France, c'est fondamentalement une culture germanique et une culture latine qui s'opposent, et il faut expliquer la politique française à travers ça. Je caricature, bien sûr. Mais, parce que le chiisme, ça existe, et donc là, vous avez en vert foncé les pays chiites, et en vert pâle les pays sunnites.
c'est une réalité. Les chiites représentent 10-15% des musulmans du monde. Celui dans la région, ils représentent environ 35-40% de la population, parce que l'Iran, c'est 80 millions d'habitants, l'Irak, il y a la moitié, c'est-à-dire environ 15 millions de sunnites, de chiites. Le nord d'Arabie Saoudite, c'est la région la plus peuplée. Et donc, au total, les chiites sont 35-40% du Moyen-Orient. Ils ne sont pas une minorité aussi marginale qu'ailleurs. Par ailleurs, le sunnisme, ça existe. Mais cette opposition sunnite-chiite, et mon ami Antoine Sfer viendra vous parler de cela dans 8 jours, je le connais bien et on n'est pas d'accord là-dessus. Il insiste sur le fait qu'effectivement, aujourd'hui, en Irak en particulier, c'est la division, elle est là, entre sunnites et chiites. Parce que ça a été créé comme en Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, catholique et protestante, c'est des unionistes et non-unionistes aussi. Il n'y a pas une lecture uniquement religieuse du phénomène. Autrement dit, les sunnites et les chiites, ça fait 1400 ans qu'ils se tapent dessus. Depuis qu'ils ont... l'imam Hossein a été tué par Yazid. Si on explique tout par l'invasion de la Gaule par Jules César, ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi nous, on devrait ne pas expliquer les problèmes européens par l'invasion de la Gaule par Jules César, et que pour les pays concernés, on explique tout par la mort d'Imam Hossein en 770. Ce n'est pas sérieux. Même si, effectivement, l'opposition culturelle sunnite-chiite existe, et on le verra, pour certains pays qui n'ont pas d'autre culture que l'islam en Arabie Saoudite, le fait d'être wahhabite, pas sunnite, wahhabite, est un élément très important. Les facteurs culturels, ça joue, mais ce n'est pas aujourd'hui un critère politique qui permet de comprendre les choses. Deuxième explication, persan contre arabe. D'abord, les Iraniens n'ont jamais fait la guerre aux Arabes. En effet, les Arabes sont indépendants depuis 1920. L'Irak, les pays ont été... C'était l'Empire ottoman avant. Alors les Iraniens ont eu des guerres permanentes avec l'Empire ottoman. Ça oui, mais pas avec les Arabes, qui n'existaient pas comme État, jusqu'avant 1920. La première guerre avec les Arabes, c'est la guerre Irak-Iran, qui n'était pas une guerre entre Arabes et Persans, même si Saddam Hussein parlait des Mages, etc., parce qu'il faut évidemment diaboliser l'adversaire. Mais les Iraniens n'ont pas fait une guerre aux sunnites, ils faisaient une guerre à Saddam Hussein, le dictateur. Autrement dit, c'est pas l'opposition sunnite-chiite, d'autant plus que les Irakiens étaient des chiites, et les chiites irakiens, les soldats irakiens chiites sont battus courageusement contre les chiites iraniens. Et donc, ce critère ethnique existe bien évidemment. Les Iraniens méprisent souverainement les Arabes, qui leur rendent bien. Mais ce sont des querelles de clochers qui comptent dans un conflit local. Quand on voit tel village est sunnite et chiite, c'est une raison de l'opposition. Mais il faut bien voir que cette opposition culturelle ou religieuse, il faut la replacer dans le cadre, parce que les villages sunnites et chiites, ils ont vécu pendant 500 ans à côté, et même eu des mariages d'un village à l'autre, ils ne faisaient pas la guerre pour autant. Aujourd'hui, ils se tirent dessus à coups de missiles. Il y a une différence entre voler une poule chez le voisin, ou de refuser que sa fille épouse un sunnite ou un chiite, et puis détruire la maison du voisin, ou couper la tête au grand-père du village d'à côté. Il y a une différence. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Iran, donc, revient dans le monde comme un pays qui a été traumatisé, qui est sorti de guerre longtemps, avec cette résistance, mais qui a réussi à avoir les 6 plus grands pays du monde qui ont passé nuit et jour pour signer un accord sur le nucléaire, et l'Iran revient, le chat est mort, et on repart. Avec 1000 difficultés, bien évidemment. Et il faut donc rattraper le temps perdu. Que se passe-t-il aujourd'hui? L'Iran ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le roi d'Arabie, le roi Salman, qui est plus dur que son prédécesseur Abdallah. Il voit un roi qui est fragile, qui est une monarchie, qui est soutenue par les pays occidentaux très fortement depuis longtemps, et qui a effectivement un pouvoir considérable, qui a fait baisser le prix du pétrole, et qui pose des problèmes à tout le monde, et qui, ma foi, est très bien vu en France, en Angleterre, aux États-Unis. Il passe ses vacances en France. Donc il se rend compte que cet État est très puissant. Et à côté, il y a Dubaï, on en parlait tout à l'heure, capitale économique de l'Iran, puisque c'est là que se passent les choses. Et le trafic ensuite permet de passer de Dubaï à Téhéran. Et ils se rendent compte que du point de vue économique, l'Iran est dépassé par les monarchies pétrolières. En 1970, ces monarchies n'existaient pas. En 1971, elles ont été indépendantes. Autrement dit, quand la révolution iranienne arrive en 1979, ces pays sont rien du tout. Anecdote, je me souviens d'avoir passé le 1er de l'an 1983 à Dubaï. J'étais à Téhéran, c'était pas drôle. Ma femme et ma fille, on est partis à Dubaï pour respirer un petit peu pour le jour de l'an. Il n'y avait qu'un hôtel, l'hôtel Hilton, c'est tout. Un hôtel. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a un peu plus.
Donc on a, avec Qatar, Bahreïn, les Émirats, l'Arabie Saoudite, des pays qui n'existaient pas politiquement, économiquement il y a 40 ans, qui sont aujourd'hui des pays majeurs. On m'a même dit que Qatar avait acheté le PSG de la Coupe du Monde de football. C'est pas vrai, oui. Et que le roi d'Arabie vient passer des vacances en France, oui. Et que, etc., etc. Et ces pays ont une vie normale de puissance internationale. Et dans l'Iran, à côté, se trouve assez dépassé. Par ailleurs, ce pays a vécu donc les 30 glorieuses. Parce que, pendant 30 ans, que se passait-il? Il y avait, en France, l'Iran. Et si ces pays ont pu se développer, ce n'est pas en raison de leur capacité exceptionnelle et le génie de la société. Il n'y a pas de société qatari. Il y a 200-300 000 habitants à Qatar. C'est uniquement les travailleurs étrangers qui font le pays. Ce n'est pas l'Iran. Mais ces pays ont bénéficié du fait que l'Iran était hors jeu. À partir de 1979, il y a embargo sur l'Iran, concrètement, avec point de vue économique. Et tout passe côté Émirats et côté monarchie pétrolière. Un peu comme Koweït s'est développé du point de vue pétrolier après l'embargo sur le pétrole iranien, après la nationalisation du pétrole par Mossadegh en 1951. Bon. Ces pays donc ont connu les 30 glorieuses, et tout leur était possible du point de vue économique, du point de vue militaire, du point de vue amical, du point de vue social. Jamais on n'a vu dans l'histoire du monde des pays sans habitants, pratiquement, sauf l'Arabie Saoudite, qui a environ 20 millions d'habitants, des pays sans terre, hors sol, qui ont acquis une puissance aussi gigantesque. Il n'y a pas d'habitants, mais le Qatar dispose d'un capital exorbitant par rapport à la population. C'est un événement politique qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Dans ces pays-là, on pu connaître pendant 30 ans un tapis rouge devant eux, et en Israël était content de voir ça aussi, mais qui est exceptionnel dans l'histoire, qui fait qu'aujourd'hui, ces pays ont une situation qui n'accepte pas trop quand ils voient que l'Iran se réveille. Et attendez, non, on ne peut pas accepter que l'Iran se réveille. Si l'Iran se réveille, 80 millions d'habitants, ils ont des fils mathématiques, ils pourraient avoir du nucléaire, ils envoient des Sputnik, ils ont une vraie société avec des vrais ingénieurs, des vraies femmes, des vrais hommes qui sont là, je ne tiendrai pas la route. Protégez-moi, au secours. Et donc, ces pays-là, qui ont bénéficié de cela, de leur pétrole, essaient de faire ce qu'ils peuvent. Mais ces pays-là aussi ont bénéficié du fait que l'Iran en 1979 est un pays révolutionnaire. En 1979, en effet, l'Iran envisage, avec son islam, qui n'est pas islam chiite à l'époque, c'est un islam, Khomeini prônait un islam universel, sunnite et chiite, que le peuple musulman dans son ensemble renverse les despotes. Et comme moi je l'ai fait en Iran, le peuple de Qatar, le peuple d'Arabie, le peuple d'Égypte, le peuple du Maroc va se révolter contre les despotes et les rois et va les renverser. Et donc, risque de renversement politique. Et en même temps, quelques mois plus tard, les Russes envahissent l'Afghanistan. Et on appelait à l'époque, en 1979, c'est les Pershing contre les 16-20, en pleine guerre froide. Autrement dit, la révolution iranienne est vécue comme une perte de pouvoir des Américains, pris en otage, et dans un danger existentiel que l'URSS envahisse l'Iran, et sous prétexte de révolution, et prenne le pétrole du Golfe Persique. Là, c'était important. Et donc l'Iran est diabolisé, l'Iran est mis en dehors du monde. Et qu'est-ce qu'il faut pour réussir à contrer cela? Faire une guerre à l'Iran, c'est pas possible à l'époque. On sortait du Vietnam. On a trouvé une méthode. L'Arabie Saoudite qui est là a une religion qui est le sunnisme, le wahhabisme. Des djihadistes qui auraient pris la Mecque, donc des agitateurs un peu embêtants. Ces agitateurs les ont envoyés sur le front russe, en Afghanistan. Vous voulez vous battre pour l'islam, allez vous battre contre les bolcheviks. Dans le nord d'Afghanistan, ils sont allés, et c'est Ben Laden, et c'est devenu Al-Qaïda par la suite. Deuxième opération, il s'agissait à l'époque de contrer l'Iran, qui envoyait ses missiles dominici, ses agitateurs un peu partout dans le monde, pour essayer de susciter la révolution. Que faire pour contrer ces gens-là? La police faisait ce qu'elle pouvait, mais pas grand-chose. La meilleure façon, c'est de faire venir des prédicateurs saoudiens. Le wahhabisme, c'est une secte religieuse très minoritaire, 1% des musulmans. Ils sont intégristes. Ils restent à la maison. Pour eux, l'important, c'est les femmes à la maison, avec le voile intégral, une morale hyper rigoriste, mais absolument pas. Ils restent dans leur coin. Ce sont des quiétistes, tranquilles. Donc, on va faire venir des prédicateurs, des oulémas d'Arabie Saoudite, un peu partout dans nos pays, pour contrer la menace iranienne, la menace révolutionnaire iranienne. Et c'est ainsi que dans le monde entier, on a pu voir ces différents oulémas, j'y reviendrai, apporter la bonne parole. Et je vais revenir là-dessus en détail tout à l'heure. Et donc le problème a été que ces monarchies pétrolières n'ont pas su contrôler le mouvement, et ça a donné le 11 septembre. Autrement dit, aujourd'hui, l'Iran se réveille. Politiquement, il est dépassé. Économiquement, il est dépassé.
idéologiquement on est encerclé. En matière de terrorisme, alors le terrorisme iranien c'était quelque chose quand même dans les années 80, les attentats rue de Rennes ou ailleurs, où mon collègue Michel Serra assassiné au Liban. Les vrais terroristes sont des Arabes sunnites d'Arabie Saoudite. Honte aux terroristes iraniens qui se sont fait doubler par des terroristes venus d'ailleurs. Autrement dit, l'Iran est vraiment dépassé. Autrement dit, aujourd'hui, on a deux États qui se font face. On a un État iranien, dont on connaît les caractéristiques, face à l'ensemble des monarchies pétrolières. Et donc, c'est ça qui est important aujourd'hui. Ce n'est pas sunnite, chiite, persan, arabe, quantité de pétrole ou pas pétrole. C'est le fait qu'on a deux objets politiques, la République islamique d'Iran qui n'existait pas il y a 40 ans, et les monarchies pétrolières qui n'existaient pas il y a 40 ans, qui sont aujourd'hui face à face, avec des moyens exceptionnels. Alors, Dieu merci, les Iraniens n'ont pas d'armes nucléaires, mais ils ont à côté 1000 capacités d'influence, et c'est là un vrai problème. Si bien que ces deux entités se font une guerre permanente dans un peu tous les domaines, et on va revenir sur ces questions dans un instant avec les guerres. En effet, ces deux pays représentent deux modèles différents. Ce sont deux sociétés différentes. Quand on voit les femmes, par exemple, c'est un élément très important. Les femmes en Iran existent. Elles en servent du voile sur la tête, vous le voyez, et quand le voile n'est pas bien porté, la police leur dit « Mademoiselle, s'il vous plaît, mettez votre voile comme il faut ». C'est autre chose que ce qui se passe de l'autre côté, où les femmes n'ont pas un rôle social. Et la menace, on y reviendra tout à l'heure, la menace iranienne aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite, c'est pas la bombe atomique iranienne, c'est pas le bombardement iranien, les Iraniens ne vont jamais envahir l'Arabie Saoudite, c'est pas le problème. Mais c'est peut-être le modèle des femmes iraniennes qui pourraient être écoutées par la bourgeoisie de Jeddah ou ailleurs, qui essaie de sortir de leur situation difficile. Autrement dit, si on veut regarder les choses dans le détail, et plutôt globalement, on a non pas un arc chiite qui partirait de Téhéran pour aller jusqu'à Beyrouth, en voyant comment ils ont pris le pouvoir à Bagdad, parce que les Américains ont donné le pouvoir aux chiites majoritaires. En Syrie, entre nous, il y a les Alaouides n'ont rien de chiite. C'est un groupe ésotérique, plutôt crypto-chrétien ou proto-chrétien, qui n'ont rien de chiite. Mais comme la Syrie était alliée de l'Iran, ça fait Damas et dans le camp iranien. Et puis Beyrouth avec le Hezbollah qui est installé. On voit l'archiite, comme dit le roi de Jordanie. C'est une lecture pour les médias, c'est pour le café du commerce. Mais politiquement, cet axe existe. Mais regardez, du Pakistan, Afghanistan, Irak, Syrie, Liban, je dirais Israël, nous avons des républiques. Des républiques avec les guillemets qu'il faut mettre à cela, mais ce sont des républiques. Pour prendre le pouvoir, pour faire fonctionner ces pays, on fonctionne avec des élections. On truque les élections peut-être, mais il faut passer par là. C'est pas aussi simple, il y a des rapports sociaux. Tous ces pays ont vécu des printemps arabes, pas les printemps arabes, ils ont vécu des mouvements sociaux importants. L'Iran bien évidemment, mais en Irak aussi, ça a bougé, l'Irak. En Syrie, on l'a vu, le Liban, n'en parlons pas. Tous ces pays ont une vraie société qui bouge. Et donc, la dynamique politique de ces pays, de ces ensembles, est spécifique. Mais si vous allez de Oman jusqu'à la Jordanie, vous avez des rois. Ils sont tous très sympathiques, mais ce sont des rois. Donc, le pouvoir est géré de façon différente. Et aucun de ces pays n'a eu de printemps, sauf pareil, où l'Arabie Saoudite a vite arrangé les choses en quelques heures. Autrement dit, ce qui est important, c'est justement cette opposition entre deux ensembles politiques. Alors, quand on dit politique, ce n'est pas uniquement le gouvernement, la religion, l'économie, la société, c'est tout à la fois. Il faut prendre tous les critères si on veut analyser les rapports de force et si on veut essayer de contrôler l'opposition qu'il y a entre l'axe chiite, entre l'axe des républiques et l'axe des monarchies. Alors, ce que je vous dis là est un peu provocateur, mais ce n'est pas plus provocateur ni faux que de dire les sunnites contre les chiites. Et à mon avis, cette analyse république contre monarchie peut produire plus de débats et de réflexions stratégiques que de simplement prendre deux oppositions qui sont liées à des débats anciens. Excusez-moi, c'est bien anglais parce que ce genre de document, je l'utilise assez régulièrement quand on me le demande dans d'autres cercles comparables aux vôtres. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a ces deux entités qui se font la guerre, parce qu'ils ne vont pas s'attaquer directement. L'URSS n'a jamais attaqué les États-Unis, mais de l'Angola au Liban, au Vietnam ou ailleurs, les guerres par proxy ont ravagé le monde pendant 40 ans. Et aujourd'hui, on a un peu le genre de phénomène, où effectivement, les Saoudiens n'ont jamais cessé d'embêter les Iraniens au Balochistan. Les Baloutches sont coupés en deux, hyper sunnites, très traditionnels, très pauvres.
80% de l'héroïne du monde entier passe par le Balochistan, ça crée des événements. La police des frontières iraniennes a grosso modo 5 ou 6 morts par semaine au trafic de drogue, mais les gens sont financés par l'Arabie Saoudite, c'est bien connu, venant du Pakistan. Bon. Et Al-Qaïda passe par là aussi, Quetta est juste à côté. Quetta qui est la capitale des talibans d'Afghanistan. En Afghanistan, n'en parlons pas, les talibans ont été un sous-produit des Pakistanais de l'Arabie Saoudite il y a une vingtaine d'années, et ils sont maintenant en train de revenir en force. C'est un problème. Les Iraniens essaient de développer une contre-offensive en mettant Herat notamment, pour que la zone frontalière soit défendue. Mais les Iraniens aussi et les Saoudiens s'opposent au Kurdistan, où ils essayent, les Turcs et les régissants aussi, d'avoir chacun leur petit groupe. La guerre principale, c'est évidemment le Liban, où à Tripoli, par exemple, les sunnites sont actifs, et l'Iran avec le Hezbollah. On peut multiplier ces exemples. L'exemple, le dernier, est évidemment le principal, c'est celui de la Syrie. Pourquoi est-ce que l'Iran et l'Arabie Saoudite font une guerre en Syrie? Parce que la guerre en Syrie est une guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Que se passe-t-il? Printemps arabe classique à Damas. Réaction classique des Assad, on tire dans le tas, on fait un massacre. À Dera, donc plusieurs centaines de morts parmi la jeunesse de Dera. Le printemps de Damas avance. Et tout le monde dit, Bachar est tombé dans 15 jours, comme Ben Ali ou Moubarak. Donc tout le monde abandonne Bachar, notamment en France. Pourtant en France, on avait une très bonne connaissance de la Syrie. Donc on abandonne Bachar comme ça, on ne discute pas, Bachar est mort. Donc, le Bachar, le pouvoir est à prendre, Damas est là, Damas ville ouverte. Qui prend le pouvoir à Damas? Les démocrates. Il y a quelques généraux, quelques officiers, quelques cadres. Mon collègue professeur de littérature arabe à la Sorbonne, qui est le leader du peuple iranien, du peuple syrien. Ça fait 35 ans qu'il est en France, mon collègue à l'université. Ce n'est pas un leader capable d'arriver avec une armée pour prendre le pouvoir à Damas, qui quand même résiste encore un petit peu. Pour prendre le pouvoir, mais la bonne solution, tous les djihadistes, anciens d'Afghanistan, de la guerre d'Algérie, de Bosnie, de Tchétchénie, sont au chômage actuellement. Tous ces gens-là qui ont été efficaces contre les Russes, qui ont réussi à tenir le système iranien, ils sont là. Et donc, que ce soit Qatar, le Koweït, les Émirats ou l'Arabie, ont battu le rappel des groupes djihadistes qu'ils avaient à leur solde, qui étaient plus ou moins dispersés, et tous rappliquent en Syrie. Et évidemment, ils ont rapidement réussi à contrer les démocrates syriens, qui ont été uniquement dans quelques secteurs du nord du pays alawite, et grosso modo, contrôlent le territoire. Pour les Iraniens, les djihadistes, ce n'est pas une question religieuse, ils sont évidemment sunnites, radicaux, bouffeurs, excusez-moi, de chiites et anti-iraniens. Ce sont fondamentalement des gens soutenus par les monarchies pétrolières. Chose inacceptable pour l'Iran. Parce qu'ils disent très bien que si les djihadistes prennent le pouvoir à Damas, et c'est facile, si on laisse tomber Bachar est pourri, Bachar ne tient pas le pays, donc Bachar va tomber sous les coups des djihadistes. Et donc j'ai un pouvoir saoudien à Damas. C'est 71 quand l'ambassadeur iranien m'a dit cela, 71, début de la crise. Et il me dit parce que si Damas tombe, c'est Bagdad qui tombe. Parce que vu la politique un peu imbécile qu'on a menée en Irak, hyper chiite, l'armée, et ce qu'ont fait Brenner et les Américains, mettant au chômage l'armée majoritairement sunnite d'Irak et la fonction publique irakienne, ces gens-là sont frustrés et seront prêts à s'allier à n'importe qui pour faire tomber Bagdad. Autrement dit, Bagdad va tomber un jour ou l'autre si Damas tombe. Et Bagdad, c'est 8 ans de guerre avec nous. Impossible, impensable, impensable. Pour des questions, non pas d'idéologie, non pas de religion, de sécurité nationale. Imaginez qu'en Espagne et en Allemagne, nous ayons un pays radicalement hostile à la France. On serait obligé de réagir. Et donc, on est actuellement, les Iraniens surtout actuellement, dans l'obligation de soutenir, non pas Bachar el-Assad, dans le discours iranien, ils soutiennent le gouvernement de Damas. Lors de l'interview de Rouhani, qui devait venir en France il y a quelques semaines, à l'interview sur France 2, il disait, j'en ai dit, vous soutenez Bachar. Il n'a jamais prononcé le nom de Bachar. Il a dit, nous voulons un gouvernement fort, national et respecté à Damas, qui gère le pays, et c'est le problème des Syriens de savoir qui ils veulent. Mais nous ne voulons pas d'ingérence étrangère. Tout le monde dit ingérence iranienne en Irak, en Syrie. Oui, les forces spéciales y sont, comme les forces spéciales françaises, je suppose, anglaises, américaines et un peu tout le monde. Mais par rapport aux djihadistes, c'est rien du tout. Fondamentalement, c'est une invasion de troupes, indirectement, des monarchies pétrolières qui sont à Damas. Et donc l'Iran soutient à bout de bras le malheureux Bachar, ou le triste Bachar, parce qu'il ne faut pas qu'il s'effondre.
il est sur le point de s'effondrer quand un événement nouveau est arrivé, Daesh, qui lui est un produit spécial. C'est à la fois une combinaison des djihadistes classiques et des vétérans chômeurs de l'Irak, les anciens généraux et officiers de l'armée irakienne mis au chômage par les Américains et par le pouvoir chiite, qui sont alliés, ils seraient alliés avec le diable pour reprendre le pouvoir, et on a ce phénomène qui est transfrontalier. Ce que disaient les Iraniens, si Bagdad tombe, si Damas tombe, c'est Bagdad qui peut tomber, ça c'est ce qu'il disait, union des deux pays. Et Daesh, c'est un phénomène qui n'est pas contrôlé par l'Arabie Saoudite, qui a un peu peur de cela. Mais en attendant, Daesh fait le boulot, un boulot anti-iranien, et de prendre le pouvoir à Damas, première étape. Et donc pour l'instant, l'Arabie Saoudite, qui est les Émirats, les monarchies pétrolières, qui ont quelques 600 chasseurs bombardiers, en envoie, je crois, 4 ou 5 pour combattre Daesh. Et la France en envoie une vingtaine. La France n'est pas concernée directement par cette opération. Autrement dit, l'Arabie Saoudite ne fait rien contre Daesh, et on sait très bien que l'ensemble des monarchies pétrolières soutiennent chacune leur groupe qui sont affiliés à Al-Qaïda, et maintenant on en est à dire non, Al-Qaïda c'est très bien par rapport à Daesh, donc on ne va pas toucher Al-Qaïda, et parce que à côté de Daesh c'est moins mauvais, donc on soutient Al-Qaïda, et on ne bombarde pas Al-Qaïda pour bombarder Daesh, c'est irréaliste. Donc voilà pourquoi l'Iran se trouve actuellement embarqué dans cette affaire-là, et d'une guerre qui n'est pas la sienne, et c'est pour ça qu'ils vont attaquer au Yémen, parce que le Yémen, c'est l'Arabie Saoudite. La famille yéménite, la famille des Saouds est très liée aux Yéménites. Et donc, il y avait une tribu qui a toujours fait la guerre aux Saouds depuis toujours, ce sont les Houthis. C'est un groupe tribal yéménite, qui sont chiites, mais pas du tout les mêmes que ceux d'Iran, peu importe. Les Iraniens s'allient à n'importe qui, aux chrétiens, aux juifs, à n'importe qui, pourvu que ce soit des anti-saoudiens. Donc, puisqu'il y avait les Saoudiens qui embêtent les Iraniens en Syrie, les Iraniens ont fait le nécessaire pour aider un peu les Houthis qui causent des problèmes aux Saouds. Et on arrive actuellement à une question essentielle qui commence à être négociée et discutée en certains cercles. On fait la paix entre Iran et Arabie Saoudite. Tu te quittes l'Arabie Saoudite, tu arrêtes de soutenir les djihadistes en Syrie et en Irak, et j'arrête de soutenir les Houthis. La paix des braves, un partage du territoire, un Yalta entre Iran et Arabie Saoudite. On en est loin. Parce que pour l'instant, évidemment, c'est Daesh qui l'emporte, et sur le terrain, il n'y a qu'un général, le général Soleimani, le chef de la force Quds. La force Quds, c'est les forces spéciales des gardiens de la Révolution, très efficace. Soleimani, depuis 20 ans, connaît la région du Hezbollah jusqu'aux frontières en Irak. C'est lui, sur le terrain, au monde, il n'y a pas de meilleur général que lui, il est efficace. Il tient Bachar et le régime de Syrie à bout de bras depuis 5 ans, grâce à ses forces, et très peu nombreuses. Les Israéliens disent qu'il y a 5 ou 6 ou 7 000, c'est pas vrai, la force Quds fait 5 000 hommes au maximum, Il y a peut-être un millier de forces Quds, la force en Syrie, ceux qui sont des gens efficaces, d'excellents combattants, et qui ont au moins 3-4 morts par semaine maintenant dans la bataille d'Alep. Autrement dit, les Iraniens sont là, ils essaient d'être sur le terrain, mais pour l'instant ils sont bien seuls. C'est pour ça au printemps dernier, quand Bachar s'effondre, ils sont obligés de faire appel aux Russes, et en juillet dernier, le général Soleimani se rend à Moscou et demande à Poutine, Bachar va tomber, je fais le nécessaire, mais tout seul je ne puis pas avec force spéciale, il faut une appui. La coalition occidentale ne s'intéresse pas à ça, ne veut pas faire une vraie opposition à Daesh et à Al-Qaïda. Donc si on veut éviter qu'il y ait un effondrement de Damas, et là on paiera le prix à tout le monde, il faut absolument faire quelque chose, les Occidentaux ne font rien. Ils vont bombarder quelques sites, mais c'est pas avec ça qu'on va renverser Al-Qaïda et Daesh dans ce pays-là. Donc les Russes arrivent à la rescousse, et aujourd'hui c'est la conférence de Vienne, où pour la première fois, l'Iran est autour de la table, mais c'est un début d'esquisse de conférence pour essayer de trouver une solution pour Daesh, d'autant plus que les choses s'enveniment, parce que pour les Saoudiens, ils savent très bien que Daesh est une menace pour leur propre existence. Pour eux, pour Daesh, qui sont des wahhabites purs et durs en quelque sorte, les Saouds qui boivent de l'alcool, qui vont se prostituer en Occident, c'est la honte du monde musulman. Et donc, l'objectif, c'est évidemment de prendre la Mecque à terme. Petite anecdote sur la capacité de l'armée saoudienne, qui est venue d'un officiel irakien qui plaisantait à moitié. Il disait, guerre entre Daesh et l'Arabie Saoudite, la grande guerre qui va commencer, il y a 1000 Daesh sur la frontière saoudienne et 100 000 Saoudiens en face. Et la bagarre commence. Après 10 heures de combat, il y a 100 000 Daesh et il n'y a plus que 1000 Saoudiens. L'armée saoudienne est passée côté Daesh. Et effectivement, c'est le problème. Parce que l'armée saoudienne, comme beaucoup d'armées, est issue de la classe moyenne. Et donc cette classe moyenne apprécie modérément que les Saouds prennent beaucoup de la part du pétrole. Et ils n'ont pas le pouvoir politique, ils servent le pouvoir royal. C'est une monarchie. Et cette monarchie est un peu pourrie.
et de la vie de tout le monde, y compris des oulémas en Arabie Saoudite. Et donc, si jamais, moi je suis un général saoudien, je travaille pour les Saouds, il n'y a pas de problème. Mais si j'ai l'opportunité de m'allier avec Daesh, par exemple, comme en fait mon collègue qui était à Bagdad, à Mossoul, pour faire tomber les Saouds, et que je sois le futur président de la République islamique d'Arabie Saoudite, why not? Donc il y a un risque d'instabilité des pays, des monarchies pétrolières, qui effectivement tiennent uniquement par le soutien des pays occidentaux. Alors, pour les Iraniens, cette situation est évidemment dangereuse, et je vais terminer bientôt par là, en soulignant que les Iraniens se rendent compte qu'ils sont au front, et que si effectivement les Occidentaux ne sont pas capables de prendre des décisions solides pour arrêter ce cancer, les Iraniens vont être les premières victimes, parce que les talibans s'agitent. Sur la rive sud, il y a un niveau d'armement qui est 100 fois supérieur à l'armement iranien, et c'est la frontière ouest est prise, c'est une difficulté. Donc voici une carte que j'ai fait beaucoup de cartes, c'est mon métier, sur la localisation des gardiens de la Révolution, et dans le pourcentage de villages qui disposent d'un poste de gardien de la Révolution. Regardez la localisation sur les frontières. Pour l'Iran, les gardiens de la Révolution sont certes en train de se battre en Syrie, ils sont surtout pour protéger les frontières iraniennes, là où vraiment il y a des problèmes. Parce que la sécurité nationale est en jeu, et c'est là un consensus national, et ça sert le gouvernement iranien. Parce que tout le monde est d'accord pour défendre la patrie. Alors, on dit, les Iraniens sont des impérialistes. Darius a conquis la moitié du monde. Oui, c'était il y a 500 ans avant Jésus-Christ. Et depuis, ce qu'il faut voir, c'est que l'Iran n'est pas un empire, c'est une nation. Depuis le XVIe siècle est créé l'Iran moderne. L'Iran moderne est créé au XVIe siècle, c'est une tribu turque, les Safavides, qui s'opposait aux Turcs ottomans. Et l'Iran avait ces frontières que vous avez là, en rouge, je pensais, avec une partie qui était récupérée rapidement par les Ottomans. Ce territoire est grosso modo le même qu'au XVIe siècle. Alors les Russes ont pris le nord, au XIXe siècle, les Anglais ont récupéré par l'Afghanistan et au Pakistan, l'Empire des Indes, une partie à l'est, mais grosso modo l'Iran est là. Et l'Iran a toujours été là. Depuis 4 millénaires, ils ont toujours été là. Et donc, les Iraniens sont attachés à leur territoire. Et pour avoir un territoire, ils ont besoin d'une buffer zone, une zone autour. Et donc, les zones tampons pour l'Iran, ça a toujours été dans leur histoire la zone de la Mésopotamie orientale, la région de Bagdad, entre Bagdad et la frontière, parce que c'est là que venaient toutes les attaques des Ottomans, ça n'a pas arrêté. Les derniers, c'était Saddam Hussein. Les Russes, qui n'ont pas cessé d'attaquer l'Iran depuis le nord, et puis les Afghans, les Anglais, de l'autre côté. Autrement dit, les Iraniens ont toujours défendu le golfe Persique, bien évidemment, des deux côtés, pour pas que danger vienne ici, la Mésopotamie, les Caucases, le Turkménistan, la province de Hérat, le Baloutchistan. Ceci est antique. Ça a toujours existé pour défendre le territoire national iranien. La France regarde ce qui se passe en Espagne, ou en Angleterre, ou en Allemagne, c'est normal, on a une certaine influence. Pas une volonté de conquérir le territoire, mais d'abord une influence. Et donc, quand on voit les Iraniens s'installer ici et là, ce n'est pas pour conquérir le Liban, c'est parce qu'ils ont besoin d'une force derrière l'Irak, en cas de besoin, c'était le cas pour la guerre Irak-Iran, pour avoir un second front par rapport au front oriental. Et donc, actuellement, le danger pour l'Iran, et c'est répété par les officiels iraniens, le danger n'est pas sur la frontière, pour l'instant, non. La frontière iranienne se trouve aujourd'hui à Alep. À Alep. Et donc, c'est le front de Alep qui va, s'il tombe ou ne tombe pas, va déterminer que la guerre va arriver sur la frontière iranienne du jour au lendemain. Et donc, la frontière iranienne est à Alep aujourd'hui. Pas pour conquérir Alep, c'est pas le problème. Et même ils ne peuvent pas conquérir Alep, c'est leur problème. Ils disent, si les Occidentaux ne font pas quelque chose, on est fichu. Donc, cet élément est très important. Alors, que faire pour stabiliser les choses? On constate que le monde arabe a disparu, l'Égypte est convalescente ou à moitié morte, la Turquie joue un jeu ambigu, et donc il y a actuellement très peu de forces capables de compenser la situation. Alors, on pourrait imaginer que tout ça, on raye de la carte, et on va faire une région du Moyen-Orient. Cette carte est très importante et très diffusée aux États-Unis. On va faire une division du Moyen-Orient en fonction des ethnies et des religions. Chiites, sunnites, persans, etc. On aboutit donc à une Perse, à un Kurdistan indépendant, à un Irak sunnite, un Irak chiite, une Syrie dont il reste quelques morceaux, un Baloutchistan indépendant, un Vatican islamique, un grand Yémen, une Jordanie développée et les provinces chiites de l'Arabie données à l'Irak. Voilà le genre de carte.
Anecdote, j'ai fait monter cette carte dans une conférence de l'OTAN à Rome, et en montrant qu'il y avait le Kurdistan indépendant, il y avait 2 officiers généraux turcs dans l'Assemblée qui ont posé une protestation véhémente. J'ai dû leur expliquer que dans le militaire, ils devraient voir l'ennemi en face et savoir que l'ennemi propose ça. Donc ils ne devraient pas être outrés de voir qu'on met Kurdistan dans cette carte. Cette carte-là, c'est une carte fondée sur Jules César qui envahit la Gaule, sur des réalités ethniques. On a oublié une chose, c'est que dans les 100 dernières années, ce qui est important dans tout le Moyen-Orient, c'est pas sunnite, chiite, persan, arabe, c'est la bourgeoisie moyenne, l'éducation, l'université. Aujourd'hui, les gens, leur richesse, leur force, leur pouvoir, dans les républiques au moins, c'est le fait qu'ils sont ingénieurs, qu'ils sont cadres supérieurs ou cadres moyens. C'est une bourgeoisie moyenne qui a pris le pouvoir. Quand les Américains prennent l'Irak, ils disent sunnite, chiite et kurde. Attendez, un étudiant aurait dit ça, il avait 2 sur 20. On oublie Bagdad. Bagdad et Mossoul, et Kirkouk, et Bassora, qui sont des républiques, des villes importantes, avec une bourgeoisie moyenne, issue du parti Baas, laïque et républicain, avec Saddam Hussein, on est d'accord sur le parti démocratique, hein, et qui constitue l'essentiel de la force vive de l'Irak, qui va de l'avant. Et donc fonder l'Irak sur des réalités du Moyen-Âge, au XXIe siècle, c'est aller à l'échec par définition, mais ce qu'on a fait à toute vitesse. Donc, aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Est-ce qu'il y a un problème européen? Pour la première fois, on voit des centaines de milliers de réfugiés syriens qui disent « Ah, le problème est là. Ça nous touche, ce n'est pas un problème syrien. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ces Syriens chez nous ?» Ben oui, parce que, où voulez-vous qu'ils aillent? C'est les Australiens qui viennent en France, non? C'est les Syriens. Parce qu'ils ont un problème chez eux. Deuxième chose, le terrorisme, 130 morts il y a 15 jours, mais c'est normal. Parce que cette guerre, c'est une guerre de réseau, elle est partout, en Belgique, elle pourra se passer en Allemagne, en Angleterre, dans 15 jours ou dans 5 minutes. Hein. Il y a une guerre qu'effectivement, la mondialisation n'est pas que économique, elle est politique. Et quand on a un réseau comme le réseau de Daesh, c'est effectivement une situation difficile. Et donc, les défis sont importants parce qu'une telle question, c'est pas Israël, c'est pas Poutine, c'est pas le roi d'Arabie ni la France qui peut la résoudre, c'est un problème d'analyse politique générale. On a fait des erreurs d'analyse sur le Moyen-Orient fondamentales en ne voyant pas le rôle des bourgeoisies moyennes. On se trompe totalement. Et en Iran, ce qui est important, c'est pas les mollahs qui ont un turban, c'est la fille qui met le fils de mathématiques. Voilà ce qui est important pour l'Iran. C'est que ça représente au point de vue symbolique. Et donc, l'Iran, évidemment, un marché économique qui va être extraordinaire, mais les partenaires sont actuellement asiatiques, et finalement, ce qui est important, c'est peut-être ça. La menace iranienne aujourd'hui, c'est une société qui, effectivement, est islamique, au moins en partie, qui est nationaliste aussi, mais qui est quelqu'un qui veut vivre au XXIe siècle. Et donc l'Iran n'est plus l'Iran de la résistance, un pays assiégé qui s'enferme et qui ne bouge pas, un pays qui essaie de marcher, mais là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que l'Iran est un territoire, et l'Iran n'a pas la capacité de contrôler un réseau. La diffusion des oulémas salafistes, après la boom pétrolière, et puis ensuite, après la guerre, après 79, a fait que tout le monde entier a des oulémas wahhabites dans le monde entier. Le ministre de la Culture belge l'a signalé à Molenbeek récemment. Et les Belges ont fait venir des oulémas. En Égypte, pareil, en Algérie, pareil. En Algérie, ça donne LGIA. En Nigeria, ça donne Boko Haram. En Philippines, c'est la même chose. En France, c'est pareil. Parce que le salafisme traditionnel est le terreau de base de ce qui peut devenir le djihadisme. C'est la même chose. C'est simplement une façon de le vivre différente. Or, on a actuellement tout ceci qui est un réseau, et comment un territoire national, dans des frontières, peut lutter contre un réseau. C'est une technique de défense radicalement différente. Et pour l'instant, on n'est pas armé. Alors, on fait venir les Français dans les coalitions internationales, mais ce n'est pas la réponse possible. Et il faut avoir pour cela au moins une analyse du phénomène avant d'aller plus loin. Anecdote pour terminer, lors des événements de Charlie Hebdo, quand Charlie Hebdo a été republié, avec cette couverture qui était contestée, ça a suscité des émeutes un peu partout, mais assez modestes, sauf au Niger. Au Niger, c'est un pays qui est assez anti-français quelquefois, parce que Areva, tout ça, l'uranium, donc quand il y a des émeutes au Niger, c'est souvent des émeutes anti-françaises, donc classiques. Là, il s'est passé que toutes les écoles religieuses, toutes les églises du Niger ont été brûlées, toutes, sauf la cathédrale. Pourquoi des émeutes anti-chrétiennes? Tout simplement parce qu'à Sey, à 40 km de Niamey, a été construite en 1986 la plus grande université islamique d'Afrique, où sont formés actuellement l'immense majorité des oulémas africains, de Dakar à la Somalie, d'Alger au Cap, sont formés là, depuis 1986. Autrement dit, tous. Ils parlent bien arabe. Et d'ailleurs, quelqu'un de cette université qui est le prière du vendredi à la Mecque. Succès. Donc, ce n'est pas le religieux africain traditionnel de Tombouctou qui est là.
ce sont des jeunes mollahs, des jeunes oulémas salafistes. Et qui donc, il y a un événement, ils ont brûlé les chrétiens, pas les Français, leur problème n'est pas la France, leur problème c'était les chrétiens. Et parfois ils ont pas mal réussi. Et aujourd'hui, même chose avec Acmi en Algérie, ils ont détruit Tombouctou, le temple de l'islam africain, parce que pour eux, Tombouctou, cet islam-là, c'est l'abomination de désolation. Mais ce sont nos amis, puisque nous avons d'excellentes relations avec ces pays-là, et donc c'est une question importante, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est impliqué dans l'affaire, et donc il faut sortir peut-être de la menace iranienne avec des images stéréotypées, pour voir dramatiquement les choses qu'elles se passent, si on veut éviter qu'il y ait effectivement... On a eu un changement de politique en France avec les attentats de Bataclan la semaine dernière, où Bachar n'est plus sorti de... Mais ça ne suffit pas. Et maintenant, à savoir, est-ce qu'on va travailler avec Soleimani, le général, qui effectivement connaît le boulot, pour contrôler les choses ou pas? Pour l'instant, il y a un tabou. Certains m'ont dit une fois au Quai d'Orsay, il n'y a pas longtemps, mais il faut 300 morts de plus, quoi. Ces 300 morts de plus, peut-être ça décidera, l'opinion publique française acceptera que nous serrions la main des Iraniens pour trouver avec eux, et des Turcs et des autres, et des Égyptiens, pour s'en sortir et pour régler le problème. 300 morts de plus. Excusez-moi d'être aussi dur pour terminer. Merci.